Ma sœur a échangé mes médicaments pour le cœur ou pour la blague pendant le dîner du dimanche, alors que tout le monde regardait et riait. Quand j'ai commencé à avoir des vertiges et que je me suis effondré au sol, agrippant ma poitrine, mes parents sont restés plantés là, immobiles. Maman a dit, arrête d'être aussi dramatique. Papa a ajouté, lève-toi et arrête de nous faire honte. Quand je ne pouvais plus bouger, ma sœur m'a donné un coup de pied. Tu gâches toujours les réunions de famille. Je cherchais désespérément de l'air, les suppliant d'appeler le 911, mais ils ont simplement continué à manger. Finalement, une voisine a entendu mes cris et a appelé une ambulance. À l'hôpital, mes parents m'ont supplié de garder le silence, en disant « Ne gâche pas la vie de ta sœur pour une petite farce ». Papa m'a serré le bras très fort. « Tu as intérêt à ne rien dire ». Mais lorsque le rapport de toxicologie est arrivé, le visage du médecin est devenu livide. Ce qu'ils ont trouvé dans mon système n'était pas juste une farce. C'était une tentative de meurtre. Mais je n'aurais jamais pensé écrire une chose pareille. Pendant 32 ans, je me suis convaincu que ma famille m'aimait, que les critiques constantes et le favoritisme envers ma sœur aînée, Miranda, étaient en quelque sorte normaux. Grandir en tant que fille cadette chez les Blackwell signifiait exister dans l'ombre de Miranda, un endroit si sombre et froid, que je me demandais parfois si la lumière du soleil m'y trouverait un jour. Miranda est arrivée au monde 3 ans avant moi. Et, dès cet instant, elle a revendiqué la propriété de tout, l'attention de nos parents, leur affection, leurs ressources, et finalement, leur dévouement total. Ma mère, Claudia, traitait Miranda comme une princesse qui ne pouvait commettre aucune erreur, tandis que mon père, Raymond, la considérait comme la seule enfant digne d'être mentionnée dans une conversation. Où cela me laissait-il? Quelque part entre une pensée après coup et un désagrément. Ma maladie cardiaque a tout changé lorsque les médecins l'ont diagnostiquée à mes 19 ans. Une malformation congénitale, passée inaperçue durant toute mon enfance, exigeait soudainement de l'attention, des médicaments et une surveillance minutieuse. On pourrait penser que cela aurait adouci ma famille à mon égard, qu'ils auraient pu montrer un peu d'inquiétude pour mon bien-être. Au lieu de cela, ma mère a poussé un lourd soupir en apprenant la nouvelle, déclarant que les frais médicaux entameraient le budget qu'ils économisaient pour le mariage de Miranda. Mon père, lui, a demandé combien de temps je comptais les obliger à gérer ce problème. J'ai appris à gérer ma maladie seule. Les bêta-bloquants sont devenus ma bouée de sauvetage, régulant mes battements de cœur et prévenant les arythmies dangereuses qui pouvaient, sans avertissement, devenir fatales. Chaque matin, j'avalais mes pilules en me rappelant que survivre signifiait ne dépendre de personne d'autre que moi-même. Cette philosophie m'a bien servi tout au long de mes études, durant la construction de ma carrière de graphiste, et lors de l'achat de mon petit appartement, situé à l'autre bout de la ville par rapport à la maison de mes parents. La distance aidait. Ne voir ma famille que lors des rassemblements obligatoires des fêtes et des dîners occasionnels du dimanche rendait leur traitement à mon égard presque supportable. Miranda avait épousé Quentin il y a 6 ans, un homme dont la supériorité suffisante s'accordait parfaitement à la sienne. Ensemble, ils ont produit 2 enfants que mes parents vénéraient avec la même ferveur qu'ils réservaient à Miranda elle-même. Je suis resté célibataire, sans enfant, et selon ma mère, une déception de toutes les manières imaginables. Le dîner du dimanche qui a failli me tuer a commencé comme n'importe quel autre. Le soleil de septembre filtrait à travers les rideaux de dentelle que ma mère gardait immaculés, malgré les décennies passées dans cette salle à manger. L'odeur familière du rôti de bœuf et du romarin remplissait la maison, se mêlant au parfum coûteux que Miranda portait toujours. Je suis arrivé pile à l'heure, sachant qu'arriver en avance serait critiqué comme un signe de désespoir, et qu'arriver en retard serait vu comme un manque de respect. Elle est là, a annoncé mon père sans se lever de son fauteuil. Essaie de ne pas plomber l'ambiance aujourd'hui. Je me suis forcé à sourire et j'ai tendu à ma mère la bouteille de vin que j'avais apportée. Elle a examiné l'étiquette en pinçant les lèvres, avant de la poser sur le comptoir sans faire de commentaire. Miranda a émergé du salon, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, sa robe de créateur soulignant sa silhouette élancée. Quentin la suivait derrière, telle une ombre obéissante. « Tu as l'air fatigué », a observé Miranda en embrassant l'air près de ma joue. « Tu dors assez ? Tu devrais vraiment prendre mieux soin de toi. » La table du dîner pouvait asseoir 6 personnes confortablement, bien que je me sentisse toujours à l'étroit sous le poids des attentes non dites qui pesaient de toutes parts. Ma mère avait préparé tous les plats préférés de Miranda. Naturellement, le rôti de bœuf était cuit à sa température préférée. La purée de pommes de terre était faite exactement comme elle l'aimait.
Même les haricots verts avaient été préparés selon ses spécifications. J'ai mangé en silence, ne participant à la conversation que lorsque l'on s'adressait directement à moi, ce qui arrivait rarement. Mes parents voulaient entendre parler des prochaines vacances de Miranda en Europe. Ils voulaient discuter de la récente promotion de Quentin. Ils voulaient planifier la fête d'anniversaire de l'aîné de Miranda. Mon existence à cette table ne servait qu'à des fins décoratives, un bouche-trou pour compléter le plan de table. À mi-chemin du repas, je me suis excusé pour aller aux toilettes. Mon sac à main est resté à ma place, contenant mes médicaments comme toujours. Je gardais des doses d'urgence partout avec moi, une habitude née d'années de gestion autonome de ma maladie. Le flacon se trouvait dans la poche intérieure, clairement étiqueté avec mon nom et les informations de la pharmacie. Ce que j'ignorais alors, ce qui ne deviendrait clair que dans les heures horrifiantes qui allaient suivre, c'est que Miranda attendait précisément cette opportunité. Elle m'avait regardé prendre mes médicaments lors de rassemblements précédents. Elle avait posé des questions apparemment innocentes sur ma maladie, des questions auxquelles j'avais bêtement répondu, pensant qu'elle s'en souciait peut-être vraiment. Tout cela n'était que de la reconnaissance pour l'attaque qu'elle planifiait. Je suis revenu pour trouver tout le monde exactement comme je les avais laissés. Leurs expressions inchangées, la conversation se poursuivant sans interruption. Personne n'avait l'air coupable. Personne n'évitait mon regard. La tromperie était si complète que je ne me suis douté de rien en attrapant mon verre d'eau pour prendre une longue gorgée. « Oh, j'ai presque oublié », dit soudain Miranda, sa voix brillante d'une fausse gaieté. « J'ai apporté le dessert de cette boulangerie du centre-ville. »« Mère, devrais-je aller le chercher à la cuisine ?» Pendant que ma mère et Miranda disparaissaient pour préparer le dessert, j'ai senti le premier flottement de quelque chose d'anormal dans ma poitrine. La sensation était subtile au début, facile à rejeter comme de l'anxiété ou une indigestion. Le stress affectait toujours mon cœur, et être entouré de ma famille constituait une source de stress importante. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de me calmer. Le flottement s'est intensifié. Mon pouls a commencé à s'emballer selon un schéma irrégulier que je n'avais pas ressenti depuis des années, pas depuis l'époque avant que mes médicaments ne stabilisent mon état. La sueur a perlé sur mon front. La pièce a légèrement basculé, et j'ai agrippé le bord de la table pour me stabiliser. J'ai besoin de mes médicaments, ai-je réussi à dire, cherchant mon sac à main avec des mains tremblantes. Miranda est revenue juste à ce moment-là, portant un gâteau au chocolat décoré d'un glaçage élaboré. Elle m'a souri avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'anticipation. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es toute pâle. » Mes doigts ont trouvé le flacon de pilules. Je l'ai ouvert et j'ai versé ma dose habituelle, mais les pilules semblaient différentes, d'une certaine façon. La couleur était légèrement différente. La forme était plus ronde que dans mes souvenirs. La panique m'a envahi alors que je réalisais que quelque chose clochait terriblement, horriblement. « Qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je chuchoté, fixant ma sœur. « Qu'est-ce que tu as mis là-dedans ?» Miranda a ri. Le son était aigu et musical, totalement dénué de remords. « Détends-toi. C'est juste une petite blague. J'ai échangé tes pilules avec des comprimés de sucre. Tu es toujours si dramatique avec ton histoire de cœur. Je voulais prouver que tu n'as pas vraiment besoin de ces médicaments, que tu cherches juste de l'attention comme toujours. » La pièce s'est mise à tourner violemment. Mon cœur martelait mes côtes dans un rythme chaotique qui ne ressemblait en rien à son battement régulier habituel. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ont refusé de supporter mon poids. La chaise a raclé le sol alors que je m'effondrais, mes mains agrippant ma poitrine où la douleur irradiait vers l'extérieur comme du verre brisé. Appelez le 911, ai-je haleté depuis le sol. S'il vous plaît, je ne peux pas respirer. Mon cœur. Mon père s'est levé de son siège, mais au lieu d'attraper son téléphone, il s'est tenu au-dessus de moi avec dégoût, tordant ses traits. Lève-toi et arrête de nous faire honte. C'est exactement le genre de comportement dont ta mère et moi avons toujours parlé. Arrête d'être aussi dramatique, a ajouté ma mère, ne prenant même pas la peine de s'approcher de l'endroit où je gisais. Miranda voulait juste s'amuser un peu. Tu gâches encore une réunion de famille avec ton besoin constant d'attention. Miranda a contourné la table pour se tenir aux côtés de nos parents. Son sourire n'avait pas faibli. Au contraire, elle semblait divertie par ma souffrance. Tu gâches toujours les réunions de famille, a-t-elle dit, et puis elle m'a donné un coup de pied. Le coup a atterri contre mes côtes, forçant le peu d'air qui restait dans mes poumons à s'échapper dans un sifflement. Quentin restait figé à table, regardant avec de grands yeux,
mais ne faisant aucun geste pour aider. La douleur dans ma poitrine s'est intensifiée au-delà de tout ce que j'avais jamais vécu. Chaque battement de cœur semblait être le dernier, chacun plus erratique que le précédent. « S'il vous plaît », ai-je supplié, les larmes coulant sur mon visage. « Je suis en train de mourir. Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi. » Ils ont continué à manger. Ma mère servait des tranches du gâteau au chocolat que Miranda avait apporté. Mon père commentait à quel point il était moelleux, disant que la boulangerie faisait vraiment un travail exceptionnel. Quentin a accepté sa part avec un calme « merci ». Miranda mangeait avec un plaisir évident, jetant parfois un coup d'œil vers moi, me tordant de douleur sur le sol, comme si j'étais un programme télévisé modérément intéressant passant en arrière-plan. J'ai crié. Le son s'est arraché de ma gorge avec chaque once de force qu'il me restait, un cri brut et désespéré pour quiconque pourrait entendre. La salle à manger de ma famille se trouvait à l'arrière de la maison, mais les fenêtres étaient ouvertes pour laisser entrer la brise d'automne. Peut-être que quelqu'un passant dans la rue entendrait. Peut-être qu'un voisin travaillant dans son jardin remarquerait. « Arrête ce bruit », a claqué ma mère. Les Henderson vont penser qu'on torture quelqu'un ici. Elle n'avait aucune idée à quel point cette déclaration était exacte. Ma vision a commencé à s'assombrir sur les bords. La douleur consumait tout, ne laissant de place pour rien d'autre. J'ai pensé à mon petit appartement à travers la ville, à la vie que je m'étais construite loin de ces gens. J'ai pensé à mes collègues qui appréciaient réellement mes contributions. J'ai pensé à ma meilleure amie, Jennifer, qui ne comprendrait jamais pourquoi je continuais à m'infliger ces dîners du dimanche. Le bruit du verre brisé a pénétré ma conscience qui s'effilochait. Quelqu'un criait, une voix que je ne reconnaissais pas. Des pas ont tonné sur le sol. Des mains fortes ont pressé mon cou, vérifiant mon pouls. Elle est en détresse cardiaque. J'appelle le 911 tout de suite. Madame Caroline Martinez, la voisine d'à accent grave côté, avait entendu mes cris. Elle avait abandonné son jardinage pour enquêter, et quand elle m'a vu par la fenêtre, elle a brisé la vitre pour entrer. Des décennies d'amitié avec ma mère ne signifiaient rien pour elle à ce moment-là. Elle voyait quelqu'un mourir, et elle a agi. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Ils ont travaillé sur moi avec une efficacité urgente, attachant des électrodes et administrant des médicaments par une voie intraveineuse qu'ils ont établie dans mon bras. Quelqu'un posait des questions sur ce que j'avais pris, ce qui s'était passé, si j'avais des allergies. Sa sœur a échangé ses médicaments pour le cœur, a rapporté Madame Martinez. Je les ai entendus dire que c'était une blague. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est brouillé en fragments de sensations et de sons. Les moniteurs bipiennent selon des motifs alarmants. Des voix parlaient dans une terminologie médicale que je ne pouvais pas traiter. Quelqu'un serrait ma main et me disait de rester avec eux, de continuer à me battre. Je me suis réveillé dans l'unité de soins intensifs cardiaques, avec des tubes entrant dans mon corps et des machines traquant chaque battement de mon cœur endommagé. Une infirmière a remarqué que mes yeux s'ouvraient et a immédiatement bipé le médecin. En quelques instants, une équipe entourait mon lit, posant des questions, vérifiant les relevés et exprimant leur soulagement que j'ai repris conscience. Le docteur Elisabeth Winters s'est présentée comme ma cardiologue. C'était une grande femme aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, bien que ses yeux continssent quelque chose de troublant alors qu'elle examinait mon dossier. Vous nous avez fait une belle frayeur. Votre cœur est entré dans une arythmie dangereuse qui aurait pu être fatale si les ambulanciers ne vous avaient pas rejoint à temps. Mes médicaments, ai-je croassé à travers une gorge à vif à cause du tube qu'ils avaient retiré. Ma sœur les a échangés. L'expression du médecin s'est durcie. Oui, nous sommes au courant. La police a déjà été prévenue, mais il y a autre chose que vous devez savoir. Elle a fait une pause, choisissant ses mots suivants avec soin. Le rapport de toxicologie a montré plus que la simple absence de vos médicaments habituels. Une terreur froide s'est installée dans mon estomac malgré la chaleur des couvertures de l'hôpital. Que voulez-vous dire? Quelqu'un a ajouté quelque chose à ces pilules de substitution. Nous avons trouvé des traces d'un composé qui déclenche activement des arythmies cardiaques. Il ne s'agissait pas seulement de retirer vos médicaments. Il s'agissait d'introduire quelque chose conçu pour provoquer exactement le type de crise que vous avez vécu. Ma famille est arrivée avant que je puisse pleinement assimiler cette information. Ma mère a balayé la pièce en entrant, mon père juste derrière, tous deux arborant des expressions d'inquiétude parentale qui auraient dupé quiconque ne les connaissait pas. Miranda traînait près de l'embrasure de la porte, sa confiance visiblement ébranlée pour la première fois dont je pouvais me souvenir. Ma chérie, a roucoulé ma mère,
s'approchant de mon chevet. Nous étions si inquiets pour toi. Comment te sens-tu? Je l'ai fixé sans parler. Les moniteurs à côté de mon lit ont commencé à biper plus vite alors que mon rythme cardiaque grimpait. Tu dois m'écouter, a dit mon père, sa voix tombant dans un ton bas et urgent. Ce qui s'est passé était un accident. Miranda n'a jamais voulu te faire de mal. Elle a juste fait une bête erreur, et maintenant nous devons tous passer à autre chose en tant que famille. Elle aurait pu me tuer. Mais elle n'a pas réussi. Ma mère a tendu la main vers la mienne, et je me suis écarté brusquement de son contact. Tu vas bien maintenant. Tout va bien. L'important, c'est que nous gardions cela entre nous. Miranda a une famille à laquelle penser. Elle a des enfants. Tu ne veux pas que tes nièces grandissent sans leur mère à cause d'un malentendu. Miranda s'est finalement approchée, bien qu'elle soit restée du côté opposé du lit par rapport à nos parents. Ses yeux étaient rouges, mais je ne pouvais dire si elle avait pleuré par culpabilité ou par peur des conséquences. Je suis désolé, a-t-elle dit platement. Je ne pensais pas que les pilules te feraient vraiment mal. Je voulais juste prouver un point. Quel point? Que tu pouvais me tuer. Que tu n'es pas aussi malade que tu le prétends. Un peu de son ancienne défiance s'est glissé dans sa voix. Tu utilises cette maladie cardiaque pour avoir de la sympathie et de l'attention depuis des années. J'en avais assez de voir maman et papa s'inquiéter pour toi alors que tu vas probablement bien. Le docteur Winters est entré à ce moment-là, accompagné de 2 policiers en uniforme. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait un dossier. J'ai besoin que tout le monde, sauf la patiente, sorte immédiatement. Nous sommes sa famille, a protesté mon père. Nous avons le droit d'être ici. Officier, veuillez escorter ces individus vers la salle d'attente et ne les laissez pas quitter l'hôpital. La police a agi avec une autorité calme, guidant mes parents et ma sœur hors de la chambre malgré leurs objections. Mon père a exigé de parler à l'administration de l'hôpital. Ma mère a insisté sur le fait qu'il y avait eu une erreur. Miranda est simplement devenue silencieuse, son visage se vidant de ses couleurs alors qu'elle réalisait que quelque chose avait changé. Le docteur Winters a fermé la porte derrière eux et s'est tourné pour me faire face. Je dois vous montrer quelque chose, mais je veux que vous vous prépariez. Ce que je vais vous dire va être difficile à entendre. Elle a ouvert le dossier et étalé plusieurs documents sur ma table de chevet. Des rapports de laboratoire couverts de chiffres et de noms chimiques remplissaient les pages, surlignés de différentes couleurs pour souligner les découvertes clés. Le composé que nous avons trouvé dans votre système s'appelle la digoxine, a-t-elle expliqué. À petite dose, il est en fait utilisé pour traiter certaines maladies cardiaques, mais à la concentration que nous avons trouvée dans votre sang, c'est une toxine mortelle. Quelqu'un l'a ajouté délibérément à ces pilules de substitution. Le dosage a été calculé spécifiquement pour interagir avec votre condition cardiaque existante de la manière la plus dangereuse possible. J'ai essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Il y a plus. La voix du médecin s'est adoucie avec sympathie. Nous avons également trouvé des preuves que ce n'était pas la première fois que vous étiez exposé. Vos analyses de sang montrent des modèles cohérents avec un empoisonnement chronique à faible niveau sur une période prolongée. Quiconque a fait cela, le fait depuis des mois, peut-être plus longtemps. La pièce a semblé basculer autour de moi. Des mois. Quelqu'un m'empoisonnait depuis des mois. Chaque fois que je me sentais plus fatigué que d'habitude, chaque vertige inexpliqué, chaque moment où mon cœur semblait lutter plus qu'il n'aurait du tout, cela pouvait être retracé jusqu'à un mal délibéré et calculé. La police traite cela comme une tentative de meurtre, a continué le docteur Winters. Étant donné la sophistication de ce que nous avons trouvé, ils ont également ouvert une enquête sur les finances et les communications de votre sœur. Ils voudront vous interroger une fois que vous serez assez stable. Mes parents sont revenus à l'hôpital le lendemain, mais pas pour me rendre visite. La sécurité les a interceptés dans le hall lorsqu'ils ont essayé d'entrer dans ma chambre, appliquant la restriction que j'avais demandée. À travers la vitre de ma porte, j'ai regardé ma mère se disputer avec les gardes pendant que mon père passait des appels téléphoniques colériques. Ils sont restés 3 heures avant de finalement partir. L'inspecteur Ronald Webb a mené mon interrogatoire cet après-midi-là. C'était un homme d'âge moyen avec une attitude calme et des yeux perçants qui ne manquaient rien. Ses questions étaient approfondies et méthodiques, couvrant chaque détail de ma relation avec Miranda, chaque instance de conflit familial, et chaque raison pour laquelle quelqu'un pourrait vouloir me faire du mal. Le mari de votre sœur travaille pour une entreprise pharmaceutique, a-t-il mentionné nonchalamment. Le saviez-vous?
J'ai secoué la tête. Le travail de Quentin ne m'avait jamais assez intéressé pour en apprendre les détails. Il a accès à des composés chimiques que la plupart des gens ne pourraient pas obtenir. La digoxine qui a été utilisée pour vous empoisonner semble provenir de l'inventaire de son employeur. Il y a des enregistrements de retrait non autorisés qui correspondent à la chronologie de votre exposition. L'enquête s'est étendue rapidement après cette révélation. L'inspecteur Webb a assigné 2 officiers supplémentaires à l'affaire, et en quelques jours, ils avaient assigné à comparaître les dossiers de l'employeur de Quentin, ses comptes bancaires et ses courriels personnels. La trace numérique qu'il avait laissée derrière lui était accablante par sa complétude. J'ai appris des détails durant cette période qui m'ont glacé le sang. Miranda planifiait cela depuis plus d'1 an. Les courriels entre elle et Quentin montraient une approche méthodique et patiente de ce qu'ils appelaient « régler le problème ». Ils avaient fait des recherches approfondies sur mes médicaments, consulté des bases de données médicales auxquelles Quentin avait accès via son travail, et expérimenté différents composés avant de choisir la digoxine comme leur arme de prédilection. Un courriel de Miranda à Quentin ressortait particulièrement. Elle l'avait écrit 8 mois avant le dîner du dimanche, et le procureur le lirait plus tard à voix haute pendant le procès. Elle a toujours été le maillon faible de cette famille, avait tapé Miranda. Maman et papa dépensent tellement d'énergie à s'inquiéter pour sa santé alors qu'ils devraient se concentrer sur ce qui compte. Une fois qu'elle ne sera plus là, les choses seront enfin comme elles auraient dû l'être depuis le début. Fini. Ma sœur avait tapé ce mot nonchalamment, comme si elle discutait du retrait d'un meuble gênant plutôt que du meurtre de sa sœur. Le procureur a surligné ce courriel en jaune et s'est assuré que chaque membre du jury le voit clairement. L'empoisonnement chronique expliquait tant de choses sur l'année précédente de ma vie. J'avais supposé que ma fatigue croissante était liée au stress au travail. Les vertiges qui allaient et venaient semblaient être des symptômes d'anxiété. Mon médecin avait ajusté mes médicaments 2 fois, perplexe quant à la raison pour laquelle mon état semblait se détériorer malgré un traitement approprié. Maintenant, nous connaissions la vérité. Chaque ajustement qu'il faisait était sapé par le poison que Miranda glissait dans mon système. Les résultats toxicologiques montraient des niveaux dangereusement élevés de digoxine dans mon sang. Et lorsque les enquêteurs ont recoupé mes dossiers médicaux avec une chronologie des réunions familiales, un motif inquiétant a émergé. Chaque pic de mes symptômes, chaque revers inexpliqué de ma santé, correspondait à une visite chez mes parents. Mes dossiers de pharmacie ont révélé que je renouvelais mon ordonnance plus fréquemment que prévu, et l'analyse en laboratoire des pilules restantes dans mon flacon a confirmé la contamination. Elle y avait accès parce que je lui faisais confiance. Lors des réunions de famille, je laissais mon sac à main sans surveillance. Parfois, Miranda proposait de remplir mon verre d'eau ou d'aller chercher quelque chose à la cuisine. Ces petits actes de gentillesse apparente étaient en fait des occasions pour elle de contaminer mes médicaments, remplaçant les pilules légitimes par des substituts empoisonnés, 1 ou 2 à la fois. Le dossier de la pharmacie montrait que j'avais renouvelé mon ordonnance plus fréquemment que prévu au cours de l'année passée. À l'époque, je supposais que je comptais mal ou que je faisais tomber accidentellement des pilules dans l'évier. La réalité était bien plus sinistre. Miranda volait des doses pour créer des ouvertures pour ses remplacements contaminés. Madame Caroline Martinez est devenue une alliée inattendue durant ces semaines difficiles. Elle m'a rendu visite à l'hôpital 2 fois, apportant de la soupe maison et des excuses sincères pour ne pas avoir réalisé plus tôt ce qui se passait à côté. Son témoignage s'avérerait crucial au procès, décrivant exactement ce qu'elle avait vu par cette fenêtre de la salle à manger, ma famille continuant son repas pendant que je convulsais sur le sol, le coup de pied de Miranda dans mes côtes, l'indifférence totale de mes parents face à ma souffrance. Je connais cette famille depuis 23 ans, a-t-elle dit à l'inspecteur Webb dans sa déclaration enregistrée. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait dans la façon dont il traitait la plus jeune fille, mais je n'ai jamais imaginé que cela pourrait aller aussi loin. Quand je l'ai vu sur ce sol et que personne n'aidait, je n'ai même pas réfléchi. J'ai juste attrapé la pierre la plus proche de mon jardin et je l'ai jetée à travers la fenêtre. La pierre avait brisé un carreau dont ma mère avait été particulièrement fière, un panneau de verre antique qui avait appartenu à ma grand-mère. Dans le chaos de mon urgence médicale, cette destruction était passée inaperçue. Plus tard, ma mère essaierait d'inclure le coût du remplacement de cette fenêtre dans ses plaintes sur la façon dont j'avais tout gâché. La mesquinerie pure de cette préoccupation, étant donné les circonstances, illustrait parfaitement où ses priorités avaient toujours résidé. Les parents de Quentin m'ont contacté par l'intermédiaire de mon avocat pendant l'enquête. Ils ont exprimé leur horreur face à ce que leur fils avait fait et ont proposé de coopérer pleinement avec les procureurs. Sa mère a envoyé une lettre manuscrite qu'Oscar m'a lue au téléphone,
dans laquelle elle s'excusait d'avoir élevé un homme capable d'une telle cruauté. Il n'avait jamais aimé Miranda. Elle a admis qu'ils avaient toujours senti quelque chose de prédateur chez elle, quelque chose de froid sous l'extérieur charmant. Leurs avertissements à Quentin étaient restés lettre morte, rejetés comme de la jalousie ou de la surprotection. Le comptable judiciaire qui a examiné les finances de Miranda a découvert des informations supplémentaires troublantes. Elle avait souscrit une police d'assurance vie sur moi 18 mois plus tôt, se désignant comme bénéficiaire. La police valait 2,000 $, obtenue en forgeant ma signature sur les documents de demande. Des experts en écriture ont confirmé la falsification, et les dossiers de la compagnie d'assurance ont montré que Miranda avait intercepté le dossier de bienvenue et les documents de la police avant qu'ils ne puissent atteindre mon adresse. Cette fraude à l'assurance ajoutait une autre couche au dossier de l'accusation, transformant ce qui aurait pu être rejeté comme une rivalité fraternelle ayant mal tourné en un plan calculé pour le profit. Ma tante Sylvia, la sœur de ma mère avec qui elle était brouillée, m'a contacté pour la première fois en plus de 10 ans. Elle avait vu la couverture médiatique de l'affaire et s'était sentie obligée de me joindre. Autour d'un café dans un endroit calme près de l'hôpital, elle a partagé des histoires sur l'enfance de ma mère qui m'ont aidé à comprendre le dysfonctionnement dans lequel j'avais grandi. Claudia a toujours été la préférée, a expliqué tante Sylvia, remuant sa tasse avec une concentration absente. Nos parents la traitaient comme si elle ne pouvait rien faire de mal, et elle a bien appris cette leçon. Quand elle a eu ses propres filles, elle a simplement répété le schéma. Miranda est devenue l'enfant doré parce que Claudia avait besoin de quelqu'un à vénérer comme elle avait été vénérée. Tu es devenu le bouc émissaire parce que chaque famille comme la nôtre a besoin de quelqu'un à blâmer. Cette perspective n'excusait pas le comportement de ma mère, mais elle fournissait un contexte qui m'avait manqué. L'abus que j'ai vécu n'était pas une cruauté aléatoire. C'était un modèle hérité, transmis de génération en génération comme une maladie génétique. Briser ce cycle signifiait refuser de participer plus longtemps, quel qu'en soit le coût. Grand-mère Edith, la mère de mon père, était décédée quand j'avais 12 ans. Elle m'avait toujours montré de la gentillesse lors de ses visites, me glissant des bonbons quand mes parents ne regardaient pas, me racontant des histoires sur l'enfance de mon père qui le faisaient paraître presque humain. Je me demandais parfois ce qu'elle aurait pensé de ce que son fils était devenu. Si elle serait intervenue si elle avait vécu pour voir ce dîner du dimanche, si sa présence aurait pu changer quelque chose de fondamental dans la trajectoire de notre famille. Ces pensées ont occupé mon esprit durant les longues heures de récupération. L'hôpital m'a laissé sortir après 2 semaines, mais je n'étais pas prête à retourner dans mon appartement. Jennifer a insisté pour que je reste avec sa famille pendant que je reprenais des forces, et j'ai accepté avec gratitude. Son mari Case m'a traité avec un doux respect, ses enfants avec une gentillesse curieuse. Il posait des questions innocentes sur la raison pour laquelle je restais avec eux, et Jennifer élaborait des réponses adaptées à leur âge qui satisfaisaient leur curiosité sans les exposer à l'horreur totale de ce qui s'était passé. Regarder sa famille interagir m'a montré ce qui m'avait manqué depuis toujours. Case et Jennifer n'étaient pas toujours d'accord, mais ils résolvaient les conflits par la conversation plutôt que par le mépris. Leurs enfants recevaient une attention et une affection égales, aucun n'étant favorisé par rapport à l'autre. Les repas étaient des expériences partagées plutôt que des performances hiérarchiques. L'amour dans ce foyer était inconditionnel, offert librement sans attente de retour. J'ai pleuré la première fois que je les ai vus prier ensemble avant le dîner. Ils se tenaient la main autour de la table, chaque personne ajoutant quelque chose pour lequel elle était reconnaissante, et Case a inclus mon rétablissement dans sa portion. Un étranger m'avait accueilli chez lui et exprimé une véritable gratitude pour ma survie. Mon propre père m'avait dit d'arrêter de faire honte à la famille alors que je mourais à ses pieds. Le contraste a brisé quelque chose en moi, mais il a aussi reconstruit quelque chose de plus fort. J'ai compris enfin que l'amour que je cherchais auprès de mes parents n'était pas simplement retenu. Il n'avait jamais existé en premier lieu. Ils étaient incapables de fournir ce dont j'avais besoin parce qu'il manquait de la capacité d'affection inconditionnelle. Miranda était leur création, façonnée par leurs valeurs et récompensée pour leurs pires impulsions. Dans une famille différente, elle aurait peut-être été une personne différente. Dans la nôtre, elle est devenue un monstre. Quentin a été arrêté à son bureau la semaine suivante. Ses protestations d'innocence ont été noyées par les preuves s'accumulant contre lui. J'ai appris plus tard que lorsque la police est arrivée, il avait jeté un coup d'œil vers la sortie avec un regard calculateur avant que ses épaules ne s'affaissent de résignation. Il savait exactement ce qu'il avait fait, et son comportement figé lors de ce dîner du dimanche n'avait été rien de plus qu'une performance, un homme regardant son plan se dérouler tout en feignant le choc face aux conséquences.
Miranda a suivi quelques heures plus tard, emmenée depuis la maison de ses parents où elle séjournait depuis le dîner. Les charges étaient lourdes, tentative de meurtre, complot, agression, coups et blessures. Mes parents m'ont appelé 17 fois ce premier jour. Ils ont laissé des messages vocaux allant de supplications larmoyantes à des demandes furieuses. Mon père a menacé de me couper les vivres entièrement si je ne retirais pas les charges. Ma mère a pleuré sur la façon dont je détruisais la famille avec mon égoïsme. Aucun d'eux n'a demandé comment je me sentais. Aucun d'eux n'a reconnu que leur fille avait failli mourir. Jennifer me rendait visite à l'hôpital tous les jours. Elle apportait des fleurs, des magazines et des plats faits maison qui avaient un goût infiniment meilleur que la nourriture fade de la cafétéria. Nous avions travaillé ensemble pendant 6 ans, et durant tout ce temps, elle n'avait jamais pleinement compris pourquoi je maintenais le contact avec ma famille. Maintenant, elle me tenait simplement la main et me laissait pleurer sans jugement. « Tu vas t'en sortir », a-t-elle promis. « Et quand tu seras prête, tu raconteras ton histoire. » Le procès a débuté 4 mois plus tard. J'avais récupéré physiquement d'ici là, bien que les blessures émotionnelles restent à vif et saignantes. Mon avocat, Oscar Tanné, m'avait préparé intensivement à ce qui m'attendait. La défense essaierait de me peindre comme hypersensible, mentalement instable, comme quelqu'un qui avait fabriqué tout l'incident pour attirer l'attention. Il traînerait chaque moment difficile de mon enfance dans la salle d'audience et le tordrait pour en faire une preuve contre moi. Miranda a témoigné pour sa propre défense. Elle portait une robe modeste et pas de bijoux, ses cheveux tirés en arrière en une simple queue de cheval. La transformation par rapport à la femme glamour qui m'avait donné un coup de pied pendant que je mourais était remarquable. Elle parlait doucement, sa voix se brisant à des moments stratégiques, se peignant comme une sœur inquiète qui avait seulement voulu aider. Je pensais que sa dépendance aux médicaments était psychosomatique, a-t-elle expliqué au jury. Notre famille s'est toujours inquiétée de sa santé mentale. Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. Je voulais juste lui montrer qu'elle était plus forte qu'elle ne le croyait. Le procureur, une femme redoutable nommée Julia Bennett, a démantelé ce récit pièce par pièce. Elle a présenté les dossiers financiers montrant que Miranda avait fait des recherches approfondies sur ma maladie cardiaque. Elle a montré les SMS entre Miranda et Quentin discutant des dosages et du timing. Elle a fait écouter l'enregistrement du message vocal de mon père dans lequel il m'ordonnait explicitement de mentir pour protéger ma sœur. Mon propre témoignage a duré 3 jours. Julia m'a guidé à travers chaque détail de ce dîner du dimanche, chaque mot que ma famille avait prononcé pendant que je mourais à leurs pieds. Elle m'a interrogé sur mon enfance, sur les années de favoritisme et de négligence, sur le modèle d'abus qui avait culminé en tentative de meurtre. « Vos parents ont-ils jamais exprimé de l'inquiétude pour votre bien-être » a demandé Julia. Leur principale préoccupation était de protéger Miranda des conséquences. Ils m'ont demandé de mentir sur ce qui s'était passé. Mon père m'a attrapé le bras et m'a dit que j'avais intérêt à ne rien dire. Et comment cela vous a-t-il fait sentir? J'ai regardé ma mère dans la galerie, mon père à côté d'elle, les bras croisés défensivement. Cela m'a fait réaliser qu'il ne m'avait jamais aimé du tout, que j'avais passé ma vie entière à essayer de gagner quelque chose qui ne m'était jamais destiné. Le jury a délibéré pendant 6 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Miranda a écopé de 15 ans pour tentative de meurtre et complot. Quentin a pris 12 ans pour son rôle dans la fourniture du poison et l'aide à la planification de l'attaque. Le juge a cité la nature préméditée du crime et le mépris insensibilisé pour la vie humaine comme facteur dans sa décision de peine. Mes parents n'ont pas été inculpés pénalement, mais le procès civil que j'ai intenté contre eux a abouti à un jugement substantiel. Leur refus de m'aider, leur obstruction active aux soins médicaux, leur intimidation de témoins après les faits, tout cela a contribué à des dommages et intérêts qui affecteraient leurs finances pour les années à venir. La dernière conversation que j'ai eue avec ma mère a eu lieu à l'extérieur du tribunal. Elle s'est approchée de moi alors que je marchais vers ma voiture, son visage hagard de chagrin et d'épuisement. « J'espère que tu es satisfaite », a-t-elle dit amèrement. « Tu as complètement détruit cette famille. Ton père et moi ne nous en remettrons jamais. » J'ai cessé de marcher et me suis tourné pour lui faire face. La femme qui m'avait élevé, qui avait choisi Miranda au lieu de moi d'innombrables fois, qui m'avait regardé souffrir sans rien faire, elle se tenait devant moi, attendant de la sympathie pour sa douleur. « Vous avez détruit cette famille », ai-je répondu calmement. « Toi et papa avez fait votre choix il y a des années. Miranda a juste suivi le chemin que vous avez tracé pour elle, croyant qu'elle pouvait tout faire sans conséquence. Je ne suis pas la méchante ici.
Je suis la victime qui a finalement arrêté d'accepter les abus. Elle n'a eu aucune réponse à cela. Je l'ai laissée debout, seule sur le parking, et je suis parti sans me retourner. La guérison a pris du temps. Les dommages physiques à mon cœur ont nécessité un traitement et une surveillance continue. Les dommages psychologiques ont nécessité une thérapie intensive et le processus lent et douloureux de reconstruction de mon estime de soi. Jennifer m'a présenté à la sœur de son mari, une femme nommée Lorraine, qui avait survécu à son propre traumatisme familial et comprenait ce que je vivais sans avoir besoin de longues explications. J'ai commencé à écrire sur mon expérience 6 mois après la fin du procès. Au début, les mots étaient juste pour moi, une façon de traiter des émotions trop complexes pour être dites à voix haute. Progressivement, ils sont devenus quelque chose de plus, une histoire qui pourrait aider d'autres personnes à reconnaître les signes d'abus familial, un avertissement sur les dangers de permettre un comportement toxique, un testament de survie contre des probabilités impossibles. La réponse à mon histoire a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Des messages ont afflué de personnes qui reconnaissaient leur propre famille dans mes mots. Des survivants d'abus similaires m'ont contacté pour partager leurs expériences et m'ont remercié d'avoir donné une voix à leur douleur. Des professionnels de la santé mentale m'ont contacté pour utiliser mon récit dans leur travail avec des patients. Ma relation avec mes parents s'est terminée définitivement après le procès. Ils ont déménagé dans un autre État, probablement pour échapper au jugement des voisins qui avaient vu le scandale se dérouler. Les enfants de Miranda sont allés vivre chez les parents de Quentin, des gens qui n'avaient jamais particulièrement aimé ma sœur et qui semblaient soulagés d'avoir la garde complète. Je recevais des nouvelles occasionnellement par des connaissances communes, mais je ne les cherchais pas. 3 ans ont passé depuis ce dîner du dimanche. Je vis dans une ville différente maintenant, entouré de gens qui m'apprécient pour qui je suis plutôt que pour qui ils voudraient que je sois. Jennifer reste mon amie la plus proche malgré la distance qui nous sépare. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que l'abus que j'ai subi n'a jamais été de ma faute. Que rien de ce que j'aurais pu faire n'aurait changé le traitement que ma famille m'infligeait. Parfois, je rêve encore de ce sol de salle à manger. Je sens les carreaux froids contre ma joue. J'entends ma famille manger du gâteau pendant que je meurs. Je ressens la terreur de réaliser que les gens qui auraient dû me protéger étaient ceux qui causaient ma destruction. Je me réveille de ces rêves le cœur battant, cherchant instinctivement les médicaments qui me maintiennent en vie. Le flacon est sur ma table de nuit maintenant, clairement visible et complètement sous mon contrôle. Personne n'échange plus mes pilules. Personne ne me dit que ma maladie est imaginaire ou que je cherche de l'attention. Personne ne me donne de coups de pied pendant que je suis allongé, impuissante et à bout de souffle. Miranda m'écrit des lettres depuis la prison. Parfois, elles arrivent au bureau de mon avocat plutôt qu'à mon domicile. Filtrées pour tout ce qui pourrait être menaçant ou manipulateur. La plupart contiennent des plaintes sur ses conditions de vie, des demandes pour que je plaide en faveur d'une libération anticipée, des accusations selon lesquelles j'ai surréagi à ce qu'elle qualifie toujours de « farce inoffensive ». Je ne les lis plus. Oscar les garde classés comme preuve de son manque continu de remords. Mes parents ne se sont jamais excusés. Ils n'ont jamais reconnu leur rôle dans ce qui s'est passé. Selon les dernières informations que j'ai reçues, ils disent aux gens que j'ai fabriqué tout l'incident par jalousie envers Miranda. Ils se sont convaincus qu'ils sont les victimes, que leur famille a été déchirée par une fille cadette vindicative qui ne pouvait pas accepter sa place légitime. Peut-être croiront-ils cette version des faits jusqu'à leur mort. Peut-être ne comprendront-ils jamais la profondeur du mal qu'ils ont causé. J'ai fait la paix avec cette possibilité. Leur opinion sur moi a cessé de compter au moment où ils ont choisi de manger du gâteau au chocolat pendant que je mourais à leurs pieds. Ce qui compte maintenant, c'est la vie que j'ai construite sur les décombres de l'ancienne. La carrière qui continue de prospérer. Les amitiés qui me soutiennent durant les jours difficiles. La santé qui s'améliore régulièrement sous des soins médicaux appropriés. Le sentiment de ma propre valeur qui se renforce chaque mois qui passe. Ma sœur a échangé mes médicaments pour le cœur pour rire, et mes parents ont regardé sans lever le petit doigt pour aider. C'est arrivé. C'était réel. Pendant des années, j'aurais pu remettre en question mes propres perceptions, j'aurais pu accepter leur version des faits et me blâmer d'avoir surréagi. Le rapport de toxicologie a supprimé toute possibilité de ce doute. Les preuves étaient claires, documentées et indéniables. J'ai survécu parce qu'une voisine a entendu mes cris. J'ai survécu parce que des professionnels de la santé ont reconnu une tentative de meurtre quand ils l'ont vu. J'ai survécu parce qu'une partie de moi a refusé d'arrêter de se battre même quand mon propre cœur lâchait. Et je suis toujours là,
vivant la vie qu'ils ont essayé de me prendre. Écrivant ces mots pour que d'autres puissent reconnaître le danger dans leur propre famille. Disant la vérité si fort que personne ne peut prétendre ne pas entendre. Ils pensaient pouvoir me faire taire. Ils pensaient que leur enfant doré pourrait s'en tirer avec un meurtre de la même façon qu'elle s'en tirait avec tout le reste. Ils avaient tort. Ceci est mon histoire. Ceci est ma survie. Ceci est ma vengeance. Non pas par la violence ou la cruauté, mais par le simple acte de refuser de disparaître, en construisant quelque chose de beau à partir des cendres de ce qu'ils ont brûlé, en vivant bien malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire. Miranda m'a demandé une fois pourquoi je continuais à venir au dîner du dimanche alors que je savais que je n'y étais pas désiré. Je n'avais pas de réponse pour elle à l'époque. J'en ai une maintenant. Je venais parce que j'espérais encore, je croyais encore qu'un jour ma famille me verrait vraiment et déciderait que je valais la peine d'être aimé après tout. Cet espoir a failli me tuer. Le laisser partir m'a sauvé la vie. À quiconque lit ceci et reconnaît sa propre histoire dans la mienne, vous n'êtes pas faux. Vous n'êtes pas hypersensible. Vous ne demandez pas trop en voulant une décence humaine de base de la part des gens qui partagent votre sang. S'ils ne peuvent pas vous donner cela, alors ils ne méritent pas d'avoir accès à votre vie. Construisez votre propre famille. Trouvez les gens qui appelleront le 911 quand vous vous effondrerez. Entourez-vous d'un amour qui ne vient pas avec des conditions ou de la cruauté. Vous ne méritez rien de moins. Je le sais maintenant. J'aurais aimé le savoir plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mieux vaut tard que morte sur le sol d'une salle à manger pendant que votre famille termine le dessert.